parce que je pense qu'on arrive aujourd'hui dans une phase précisément où on ne peut pas s'abstraire de la complexité des choses. Je crois qu'il y a eu toute une phase de débat sur est-ce qu'il y a vraiment un changement climatique. Cette phase de débat nous a paru très longue. Les premières modélisations qui montraient que le climat peut changer du fait des activités humaines, c'est dans les fin des années 70. Moi, j'ai commencé dans le milieu des années 80 à faire ce type de travail. Le premier grand rapport sur ces problèmes-là, celui qui a vraiment incité d'autres laboratoires des États-Unis à faire cela, c'est en 79. 79, un premier rapport, non, pas un rapport qui peut transformer l'économie mondiale, c'est 20 pages, mais enfin ça a permis de créer un programme mondial de recherche sur le climat, et à peine 10 ans plus tard, d'avoir le sommet de la Terre de Rio. Et ce qui s'est passé depuis, c'est quelque chose qui a profondément évolué. Je crois qu'il faut réaliser à quel point les choses sont aujourd'hui différentes. On émet des gaz à effet de serre. Alors je vais me focaliser une minute sur le CO2, qui est le plus important, qui est lié au combustible fossile. Quand j'ai commencé, on était peut-être à 4 ou 5 milliards de tonnes de carbone par an émis dans l'atmosphère, un peu plus même. Disons 5 milliards de tonnes. Aujourd'hui, on est à 10. Et ce CO2, il y a une part qui est reprise par les océans, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, puisque ça les acidifie, une part qui est reprise par l'atmosphère, une part qui est reprise par le sol, pardon, puis l'autre, une moitié qui reste dans l'atmosphère. Cette moitié qui reste dans l'atmosphère reste, on dit, un siècle. Au bout d'un siècle, il y a encore la moitié de ce qui est rentré au début dans l'atmosphère. Alors c'est une chose dont la durée est difficile à percevoir dans le monde aujourd'hui qui bouge toujours très vite. On a l'impression que ce problème d'effet de serre, c'est comme une pollution, on peut simple, on peut prendre un chiffon, l'essuyer, et puis c'est fini. En fait, ce que je commence à dire souvent dans mes exposés, c'est que tous les gens qui ont moins de 100 ans dans la salle, et c'est souvent le cas de beaucoup de gens qui viennent nous écouter, plus de la moitié de ce qui est rentré dans l'atmosphère en termes de CO2 au moment de leur naissance est encore là. Plus de la moitié. Et c'est donc un engagement du futur. On a peut-être des techniques pour essayer d'aller capter, séquestrer le CO2. Pour le moment, on ne les développe pas. Donc il y a une... Et on n'est pas sûr qu'on saurait les développer, par ailleurs. Donc on est avec ce fardeau-là. Donc la manière dont on peut dimensionner le problème climatique aujourd'hui est très différente de ce qu'on pouvait faire quand j'ai commencé. D'abord, quand j'ai commencé, on n'avait aucune preuve, c'était les modèles. Les modèles, on dit 30 ans à l'avance, et de manière assez extraordinairement similaire avec ce qui se passe aujourd'hui, que ça allait se réchauffer. Et le réchauffement visible, démontrable, c'est venu dans le début des années 2000, pour dire. À partir de ce moment-là, les rapports du GIEC, le troisième rapport du GIEC de 2001, le premier qui vraiment disait clairement, voilà, on a des preuves, pratiquement des quasi-preuves, on n'aura jamais que des quasi-preuves, mais on a ces quasi-preuves deviennent de plus en plus fortes au fil du temps. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on avait prévu, et ça ressemble par énormément de caractéristiques. Donc, on est dans cette phase-là, et ce qui se passe, c'est que depuis toutes ces années, on a augmenté énormément notre dette. Donc, imaginez, on remplit un verre ici, le verre représente l'atmosphère, ce qu'on met, c'est du CO2, on le mettait au rythme d'1 milliard de tonnes de carbone par an au moment de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, quand tout a commencé. 5 milliards de tonnes de carbone par an quand j'ai commencé à travailler là-dessus, 10 milliards maintenant. On continue à verser. Donc il est évident qu'à un moment donné, c'est une dette climatique qu'il faudra payer. Donc on est dans une situation aujourd'hui où il y a une urgence particulière qui tient à cette dette qu'il faut payer. On a du CO2 dans l'atmosphère. Quand on dit on va se remettre à l'équilibre carbone, il faut comprendre que cet équilibre carbone, c'est comme un budget dans une famille, il faut le mettre à l'équilibre, mais il faut prendre des dettes en compte aussi. Donc quand on prend les dettes en compte, ce que donnent beaucoup de modèles, c'est qu'avant la fin de ce siècle, il faudrait avoir diminué, mis à zéro
et même pour certains modèles à des valeurs négatives, c'est-à-dire capables d'avoir repris un peu de CO2 de l'atmosphère, ce que signifient des technologies nouvelles. Donc on est dans une situation qui aujourd'hui est très différente. Très différente. On ne peut pas parler du CO2 et des problèmes de gaz à effet de serre aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ou 20 ans. On a continué à mettre du CO2, on continue à le faire. Voilà, alors ça c'est une grande partie de ce que on fait dans l'Institut Pierre-Simon Laplace. On a quand même passé beaucoup de temps à essayer de démontrer que tout ça était vrai. Et le problème des solutions nous emmène toujours vers des complexités beaucoup plus grandes. On n'est pas, on a un système où il y a des choses qui sont très simples, la manière dont elles changent, c'est le réchauffement lui-même. Alors il est simple, il est partout, il est très inégalement réparti, il est plus fort sur les pôles, plus fort sur les continents. Après il y a les conséquences directes, le relèvement du niveau de la mer, tout ça aussi on comprend assez bien. Dès qu'on arrive sur le domaine de l'eau, du vent, on est sur un système où il y a une part de chaos aussi, d'aléas difficiles à prévoir. Donc la notion de risque devient quelque chose de différent. Alors les gens ont tendance à négliger tout ce qui est risque. Voilà, ce n'est que du risque. Le risque, c'est souvent ce qui est le plus fort à prendre en compte. Sauf qu'on a du mal à le prendre en compte parce que justement, c'est des aléas, c'est des choses qui vont se venir un peu au hasard. Donc il y a toute cette dimension du problème qui est en évolution aujourd'hui et qui fait qu'il y a quand même une certaine difficulté à penser que ce sera complètement aisé de rester sous les 2 degrés, puisqu'on a pris cette marque pour l'effort international, 1,5 qui est encore plus difficile, parce que pratiquement, en fait, si on prend la partie cachée de ce qui est déjà du réchauffement qui est déjà là, parce que les gaz à effet de serre sont déjà là dans l'atmosphère, on y est pratiquement. Donc, il y a à côté de ça un développement très fort de problèmes qui sont liés à l'adaptation. C'est le deuxième point que je voudrais développer rapidement. Alors, moi j'ai fait un travail qui est un peu en marge de mon travail normal de responsable de l'IPSL, de chercheur sur les problèmes du climat physique plutôt à l'échelle planétaire. Je trouve que Alain Rousset, le président de la région Aquitaine, des gens de son entourage, j'ai un oncle qui est breton, ma famille est bretonne, mais j'étais élevé à Bordeaux. Exilé. Non, c'est la famille de ma mère qui est dans mon père. Voilà, donc j'ai fait ce travail et j'étais dans une région que je connais bien, en vélo, à pied, etc. Donc je crois que ça m'a beaucoup changé en fait. J'ai fait ça au début un peu comme un petit hobby et progressivement ça prend tout mon temps, ce travail sur la religion aquitaine. Parce que je crois qu'un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est la difficulté à mettre un visage sur les changements climatiques. Ce visage, il va être très différent d'un pays du monde à l'autre. Mais ce visage, il est important parce que je crois qu'on est dans une phase, aujourd'hui, on parlait avec tout à l'heure, on est face à des choix nécessaires, là, des choix entre le risque nucléaire, le risque climatique, le risque social, le risque, les risques, oui, aussi, mais aussi les risques environnementaux autres, le problème de la biodiversité, le problème des pollutions de très long terme, c'est des vrais risques. Donc comment est-ce qu'on arbitre entre ça? Je crois que la première des choses, c'est une vision claire de ce qu'est l'effet de serre, et de ce qu'est le changement climatique et ses conséquences. Moi j'étais très frappé parce que j'étais invité au K2 pour un débat, c'était est-ce qu'il nous faut une bonne dictature verte? Et les gens ont conclu que oui, en utilisant tout ce qu'on a pu dire en tant que climatologue. Moi j'ai une femme qui a quitté l'Argentine en 1976, je suis assez sensible à ces problèmes et ça m'a beaucoup remué en fait, de voir que ce que j'avais dit pouvait être utilisé à des fins comme celle-ci. Donc tout ce travail qu'on a fait sur la région, c'est un travail qui consiste à dire qu'il faut que les gens se saisissent du problème, en saisissent la complexité, et finir là-dessus, mais je crois que c'est absolument essentiel aujourd'hui. Il y a des sondages qui sont faits par l'ADEME qui montrent que environ 15% des gens, quand on fait une question ouverte, disant voilà, l'effet de serre c'est quoi? Qui répondent des gaz à effet de serre.
15%. Ils confondent avec la couche d'ozone. Ils confondent avec la couche d'ozone, ils confondent avec la pollution, ils confondent avec la chaleur directe des immeubles qu'on chauffe. Tout ça, il y a une confusion complète. Et donc c'est très peu, en fait, la partie des gens qui comprennent. Et je pense que le fait régional, c'est un fait qui est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que les choix dont je parlais sont posés concrètement. On a toujours un petit peu de temps dès qu'il s'agit d'adaptation, parce que le système climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est une urgence directe, parce qu'en fait, ça reste... ensuite, le système climatique, c'est surtout l'océan qui est le thermostat. Il prend un petit peu de temps à chauffer 100 mètres d'océan, donc il y a un petit peu de temps pour s'adapter. Je pense que c'est un temps de démocratie qu'il faut utiliser pour savoir quelles sont les transformations. Donc, ce qu'on a fait sur l'Aquitaine, c'est essayer de balayer tous les domaines, depuis le pain et le vin. Il nous a bien montré que la question du temps est absolument centrale. Le temps du climat, le temps du CO2 dans l'atmosphère, c'est un temps qui dépasse de façon incroyable l'horizon habituel de nos décideurs, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient économiques. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de télescopage du temps qui est très important pour l'économiste. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Peut-être apporter quelques petites corrections aussi à ce qui a été présenté tout à l'heure. Je ne suis pas directeur scientifique de la chaire économie du climat, c'est Anna Créti, un professeur à Dauphine. Je n'ai jamais été directeur scientifique de la chaire économie du climat, je suis fondateur. J'étais pas du tout un économiste de l'environnement. L'effet de serre, on m'aurait demandé un peu précisément ce que c'était en 2000, je ne suis pas sûr que j'aurais su répondre à peu près. Et puis, le hasard de la vie ont fait que j'ai plongé dans les questions climatiques à travers des instruments économiques, et notamment à un moment où j'étais à mi-temps à Dauphine, à mi-temps à la Caisse des dépôts, et où je me suis rendu compte qu'on mettait en place au niveau européen, au niveau international, des instruments économiques qui étaient très fortement liés à des savoir-faire de la maison Caisse des dépôts. Et donc, de fil en aiguille, je me suis passionné par ces choses-là, et en 2005, j'ai été voir le président de l'Université Paris-Dauphine, il me dit, voilà, maintenant, je ne vais plus faire que du climat. Il m'a pratiquement sorti du bureau. Je n'avais pas compris à l'époque. Il dit, mais on n'est pas Vincennes ici, on n'est pas une fac d'écolo. Et puis quand même, comme c'est assez tenace, on a mis en place un master spécialisé, master économie, finance, carbone. On a eu du bol parce que la première année, c'était juste après la crise financière. On a eu le plus grand nombre de candidats. Et chaque année, lorsqu'on fait à la sortie du master le taux de placement des étudiants, c'est nous qui avons les meilleurs placements les plus rapides. Donc les choses changent. Et même dans une espèce de bastion un peu pas conservateur, mais traditionnel comme Dauphine, le climat maintenant est devenu une préoccupation essentielle. Qu'est-ce qu'on fait à la chaire économie du climat? On essaye de traduire ce que les climatologues nous disent en termes économiques, avec les deux problématiques qui ont été soulevées par Hervé. Comment s'adapter? S'adapter, ça veut dire... parce qu'il va falloir s'adapter. De toute façon, la question, c'est pas est-ce qu'on va s'adapter ou pas, c'est est-ce qu'on va anticiper ou est-ce qu'on va se prendre l'adaptation une fois que les crises seront arrivées. C'est vraiment un problème d'anticipation. Cette question d'adaptation au changement climatique, moi j'y ai participé beaucoup plus modestement que Hervé lorsqu'il y a eu la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique avec Jean Jouzet, j'ai présidé quelques groupes de travail. J'ai mis fait un petit rapport à l'époque du gouvernement. Compliqué de s'adapter parce que Hervé l'a dit, s'adapter à quoi? C'est plein d'incertitudes. Hein, et puis c'est pas pareil lorsqu'on est à Bordeaux, lorsqu'on est à Brest, j'étais en Franche-Comté il n'y a pas longtemps. Mais je pense que c'est très important qu'on n'oublie pas cette question de l'adaptation pour deux raisons. La première, c'est que parmi les espèces vivantes, on a quand même certaines capacités d'anticipation. Si on n'essaye pas d'anticiper ces questions-là, on risque d'être très démunis au moment où le réchauffement, dont on sait qu'il va se poursuivre pendant quelques décennies, va nous faire. Il y a une deuxième raison, je pense,
et je trouve que l'expérience en Aquitaine est intéressante, c'est que lorsqu'on descend dans un territoire, lorsqu'on parle aux gens du changement climatique en général, soyons un peu cyniques même lorsqu'on leur parle des moussons, du dérèglement des moussons et des inondations en Asie du Sud, bon, c'est quelque chose qui leur paraît d'extérieur. Quand on rentre vraiment sur les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique qui vous touchent, vous, ici et maintenant, ça crée quand même une conscience très, très différente des choses. Je pense que c'est vraiment très important ce volet. Mais c'est pas ça l'essentiel des travaux de la chaire, c'est de ça dont je voudrais vous parler maintenant. C'est des questions de tarification. Moi, je suis persuadé que dans le monde économique dans lequel on est, avec les prix tels qu'ils existent sur les marchés, on n'a pas encore introduit la valeur du climat dans ces prix. Je pense qu'on va continuer pendant longtemps le processus qui a été décrit d'empilement des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc il faut des ruptures fortes dans le fonctionnement du système économique. Et pour moi, la rupture la plus forte, ça passe par une tarification qui peut être soit explicite, soit implicite. Ça peut être une taxe, un marché de permis, si vous le souhaitez, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais il faut qu'on mette dans les valeurs économiques, et notamment dans les valeurs de l'énergie, ces coûts associés au changement climatique. Sinon, je pense qu'on ne sera jamais dans les temps. L'horloge climatique, elle est imparable chaque année. Hein, on met, alors, moi je ne compte pas en tonnes de carbone, je compte en tonnes de CO2, c'est pareil, parce que je multiplie par 3,68, je crois. Chaque année, on met 36 milliards de tonnes de CO2. Si vous rajoutez le méthane et le N2O, si vous rajoutez, ça fait un peu plus de 50 milliards. Et si vous faites le cumul de ce qui a été émis depuis le début du siècle dernier, on a émis 40% du stock sur les 20 dernières années. C'est énorme, ce phénomène d'accélération. Le choc, il est déjà attendu. Alors, sur le plan économique, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ça renvoie à deux problématiques qui commencent à être connues. La première, c'est la transition énergétique. À peu près entre 65 et 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ça vient de trois produits, le pétrole, le charbon et le gaz, qui sont à la base d'à peu près 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde. Le challenge, il est énorme. Transition énergétique, ça veut dire qu'il faut, à un temps incroyablement court, modifier fondamentalement la façon dont on produit ou on consomme l'énergie. Bon. Je ne rentre pas dans les détails, mais d'autant plus que je n'ai pas fait deux bouquins, je vous le disais, et le prochain va être là-dessus, donc je ne vais pas totalement le déplorer, mais en gros, c'est très difficile de sortir des fossiles. La sortie des fossiles font la résistance. Je vous donne deux exemples. Je ne prends pas les exemples faciles, je ne prends pas Trump, je prends la Norvège. Moi, je reviens de Norvège. La Norvège, c'est le pays peut-être le plus vertueux, apparemment, sur le climat. Norvégiens, c'est des émirs aux yeux bleus, hein, bon, ils financent les fonds amazoniens. Les Norvégiens, ils ont mis en place un fonds souverain pour préparer l'après-pétrole. Dans le monde de la finance, c'est considéré vraiment comme le mieux qu'on puisse faire en matière de gouvernance d'un fonds qui fait quand même pas loin de 1000 milliards d'euros. C'est pas des petits fonds. Hein, parce que dans le transport, c'est de très loin, la Norvège est le premier acheteur de véhicules électriques. C'est fabuleux. C'est normal parce qu'ils ont mis la tarification. Hein, donc vous payez horriblement cher le fossile, vous avez des péages, et le véhicule électrique, il ne paye pas. Donc, les gens, ils achètent des voitures électriques. Est-ce que la Norvège a arrêté de délivrer des permis d'exploration de gaz? Non. Donc ce pays, qui est extrêmement sensible, hein, je ne fais pas de reproche, parce que je pense que sa contradiction, on la vit tous plus ou moins quelque part, il continue à délivrer des permis d'exploration de gaz. Et donc, il continue à participer à ce... Ça, c'est le premier exemple. Je donne deux autres exemples, et c'est le même en fait. C'est le problème des... Parce que souvent, quand on parle
de la sortie des fossiles, on pense aux autres. Donc on pense dans le pays du Golfe, on pense moi j'étais avant la COP21, ils m'ont envoyé, le Quai d'Orsay m'a gentiment envoyé faire des conférences sur le climat à Abu Dhabi, à Dubaï. On sait comme vous êtes bien reçus, comme vous êtes. Bon. Mais prenez des pays comme l'Australie, comme le Canada. Ils sont en permanence en stop and go. Le Canada, ils viennent d'ouvrir le public. Ouais, bon, Trudeau est formidable, hein, Trudeau il fait des... Bon, mais Trudeau, je rappelle qu'il succède à Harper, qui était le Trump, vous savez, pendant qu'il y avait Obama, il y avait Harper, bon, et donc c'est pareil en Australie. Hein, donc c'est très difficile de sortir de la dépendance aux fossiles. Même en France, on sent, même en France, Nicolas Hulot, Nicolas, il a eu du mal à ce qu'on arrête de délivrer des permis d'export. Vous voyez, donc je pense que ça, c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête. Les fossiles font de la résistance. Et ce n'est pas parce qu'on va rajouter des sources renouvelables dans le système énergétique qu'on va résoudre le système climatique. Oui. Il faut avoir une transition énergétique par substitution. Il faut que les nouvelles sources renouvelables viennent se substituer aux fossiles. Or, lorsqu'on regarde l'histoire des systèmes énergétiques depuis le début qu'ils existent, du reste, on peut commencer avec la maîtrise du feu, on voit que toutes les transitions énergétiques du passé, ça a consisté à empiler de nouvelles sources sur les anciennes, sans les enlever, les anciennes. Et donc il faut qu'on passe d'un système, le système de l'empilement, je ne suis pas sûr que l'empilement soit dans le dictionnaire, mais c'est pas grave. Oui, l'empilement. Oui, c'est le désempilement qui est pas dedans. L'empilement est dedans. Alors, à un système où on va désempiler. Et ça, c'est très difficile. Cette transition énergétique, elle ne pourra jamais se faire en accroissant la quantité d'énergie qu'on va utiliser, mais il faut passer vers des systèmes où on va consommer moins d'énergie. Nos sociétés ne savent pas faire ce genre de choses, passer toujours plus vers le moins. Donc je pense que c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, en tout cas beaucoup plus complexe que ce passé loi qu'on appelle la loi sur la transition énergétique, dont les 3/4 des décrets d'application du reste ne sont pas sortis. Donc voilà, si vous voulez, sur le premier point. Si vous m'y autorisez, j'ai encore 2 minutes, je me donne 2 minutes, hein, bon, même si l'un et l'autre n'est pas servi nos quotas initialement dotés, mais enfin on nous avait doté d'un tellement petit quota que c'était quand même pas très possible. Hein. Bon, alors, l'autre volet, qui lui est encore très largement ignoré, c'est ce que j'appelle le volet agricole et forestier. 1/4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est soit les émissions de l'agriculture en matière des autres gaz à effet de serre anthropique, le méthane et le protoxyde d'azote, dont l'agriculture est la première source, ce n'est pas la seule, c'est la première source à la fois d'émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Et puis la déforestation, dont la première cause est l'expansion de l'agriculture et de l'élevage. On ne va pas s'amuser à couper des arbres pour envoyer du CO2, on le fait pour des raisons qui, historiquement, depuis le début, sont l'expansion des activités d'agriculture et d'élevage. Ce ne sont pas les seules, mais c'est les principales. Je le dis tout de suite qu'aujourd'hui, ce front de déforestation, il est principalement sur la forêt tropicale, mais historiquement, si vous regardiez les chiffres liés au rejet de CO2 par la déforestation au début du siècle dernier, le principal front, et de très loin, de déforestation dans le monde, c'était la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Hein. Donc, je veux dire, il y a des mouvements historiques. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le carbone vivant. Vous voyez, tout ce qui est la façon dont on va utiliser le sol pour la culture, l'élevage et la protection des forêts. 25% des émissions, hein, donc c'est... Imaginez qu'on sorte complètement de l'énergie fossile, il nous reste encore un cas, c'est encore trop hein, par rapport à ce qu'il faut. Là, je crois qu'il y a un travail considérable à faire, d'autant plus que si on réfléchit aux capacités d'absorption de la planète, hein, la façon dont on va utiliser le sol pour le cultiver, suivant les méthodes qu'on va utiliser pour protéger les forêts, ça va permettre de stocker du CO2 ou de le déstocker. Un exemple juste comme ça, au passage,
je fais le calcul il n'y a pas longtemps, ça m'a beaucoup amusé, on a quand même enlevé plus de 1 million de kilomètres de haies en France. Hein, avec le remembrement. C'est relâché de bon. Alors, maintenant, on essaie de revenir en arrière, de reconstituer des bocages, etc. Mais oui, c'est considérable. Donc là, je pense que cette vision d'intégrer le carbone vivant dans l'action contre le changement climatique est très importante. Et là, c'est compliqué parce que moi, je sais très bien mettre en place n'importe quel système pour vous taxer le carbone via un marché de permis, via une taxe, via sur les émissions agricoles et forestières, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de mesure, d'incertitude, il y a beaucoup plus de points. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et je terminerai en disant, au fond, pourquoi est-ce qu'on sépare le système agricole et forestier du système énergétique? L'agriculture, dans sa fonction alimentaire, qu'est-ce qu'elle fait? Tous les jours, on recharge notre organisme en énergie, vous voyez. Donc je pense que la bonne représentation, en réalité, ce serait de dire, il y a le système énergétique avec le système énergétique primaire, qui est notre... Et puis ensuite l'utilisation du carbone vivant éventuellement pour nourrir les vaches. Pendant très longtemps, le système énergétique reposait sur les animaux de trait. Et donc tout ça, ça veut dire quoi? C'est que notre système énergétique primaire ou secondaire est un système énergétique qui est basé sur l'exploitation du carbone après la photosynthèse. Soit on utilise le carbone vivant, soit le carbone vivant qui a été fossilisé pendant des centaines de millions d'années. Et pourquoi est-ce qu'on a quand même quelque chance de limiter les dégâts? C'est que, bien évidemment, la grande rupture, à mon avis, dans le système énergétique sur les prochaines décennies, c'est qu'on va être capable de plus en plus d'utiliser l'énergie avant la photosynthèse. Ça s'appelle l'énergie solaire. Je pense que ça va être ça, la grande révolution dans notre système énergétique. Il n'y a que les arbres qui peuvent réduire les émissions, la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc ils calculent le nombre d'arbres qu'il faut pour compenser les émissions du pays. Alors à chaque fois, ça fait beaucoup d'hectares, évidemment, d'arbres. Alors quand on leur dit, mais vous savez bien que ce ne sera pas comme ça, ils disent, bah oui, mais en attendant, c'est la seule solution. Donc ils n'ont pas totalement tort non plus. Donc voilà. Mais évidemment, on commence à avoir maintenant des expériences et des prototypes de capture du CO2 de l'atmosphère, de transformation du CO2 en carburant liquide grâce à l'apport d'hydrogène, des choses de genre-là, ou à l'apport de bactéries, d'algues, etc. Donc il y a des petites choses qui commencent à se faire, alors on verra si on peut mettre à l'échelle. En tous les cas, merci beaucoup. Moi, je voudrais simplement dire à ceux qui parlaient de l'effondrement, c'était votre question. En ce moment, nous assistons à des tensions géopolitiques considérables. Donc n'oublions pas ça. Qui est le premier exportateur de méthane du monde? Les États-Unis de Trump, en ce moment, contrairement à ce qu'on croit. Et quel est le pays qui a le plus de réserves de gaz? L'Iran. Ouais, et le Qatar. Et d'ailleurs, justement, ça c'est bizarre, le Qatar a été mis à l'index par les autres pays. Donc, si vous voulez, il se passe des tas de choses en ce moment. Et en général, les commentateurs politiques ne relient pas ça au climat, jamais. Vous savez, c'est comme l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie je ne sais plus, c'était en 2009, je pense, ou 2010, des feux de tourbe considérables, parce qu'il y a eu une chaleur épouvantable, et il y a des feux de tourbe, et ils ont eu beaucoup de mal à les éteindre. Et du coup, Poutine a interdit, c'était Medvedev, enfin, interdit l'exportation de produits alimentaires russes. Du coup, les marchés se sont affolés, est-ce qu'il reste assez à bouffer? Et du coup, il y a eu le printemps arabe qui s'est déclenché immédiatement parce que les prix ont monté de manière considérable. Et donc, si vous voulez, la chaîne des événements, en général, les commentateurs, c'est des silos, comme on dit en anglais, c'est des silos. C'est-à-dire les gars qui sont chargés de la politique, ils disent les bons, les mauvais, les tribus, les machins, les trucs. Et puis, les gens du climat, c'est autre chose. Mais il y a un lien. Et donc, peut-être, pour notre prochain petit débat du matin, il faudrait peut-être inviter des géopoliticiens qui nous expliquent en ce moment où est-ce qu'on en est dans le monde, où sont les tensions et quels sont les risques. En ce moment, M. Ben Salman, vous vous souvenez de M. Ben Salman? C'est le gars qui a mis tous ses copains en prison en Arabie Saoudite et qui est ensuite allé faire un tour un petit peu partout dans le monde. Ça fait un mois qu'on ne l'a pas vu, Ben Salman. On ne sait pas où il est. On ne sait pas s'il est blessé, s'il est mort, on ne sait rien. Et donc, on est peut-être à la veille d'un embrasement, donc il faut savoir ça, il faut le garder présent à l'esprit. En tous les cas, moi, j'ai été passionné.
je suis très frappé. Toi, tu as été un précurseur de question, parce que vous êtes des premiers économistes, en quelque sorte, à avoir travaillé sur la question du climat. Et oui, évidemment, c'est le GIEC, c'est tout ça. Et ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est le fait que nos contemporains ne voient pas le problème à son échelle. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Et on le voit bien, nous, quand on essaye de travailler sur la transition énergétique en France, et qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a des lobbies qui sont assez puissants, et on a l'impression que la question climatique est toujours secondaire, ou que la question de la réduction des émissions de CO2 est secondaire par rapport à d'autres impératifs, et ça nous inquiète pour le coup. Donc voilà, donc en tous les cas, c'est pour ça qu'on existe. Merci beaucoup d'être venu, merci à tous.